Bienvenue donc, pour ce meet-up dédié au projet d'entreprise. Alors pour un entrepreneur, il faut savoir que la difficulté, c'est pas de créer une entreprise, mais c'est d'en assurer la pérennité. C'est vraiment la développer. La phase de création, et je dirais même la phase de procréation chez l'homme, est très agréable, mais ce qui se passe par la suite, quand vous avez les bébés, il faut les faire grandir, il faut les éduquer, et il faut assurer leurs études. Et bien pour une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la suite est jalonnée d'embûches. Donc il y a pas mal, effectivement, donc, de défis à relever tout au long de la vie d'une entreprise, et surtout si elle doit se développer. Alors quand on parle de projet d'entreprise, généralement on pense aux grands groupes, on pense aux grandes sociétés. Parce que c'est un mot qui est très utilisé dans les grandes structures. Et généralement, vous entendez, nous, notre projet d'entreprise, nous, notre projet 2020, notre projet 2030, etc. Et là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Quel est l'envers du décor de cette histoire de projet d'entreprise. Alors, si on doit définir ça de manière très simple, avec une seule phrase, on va dire qu'un projet d'entreprise, c'est tout simplement ce qu'on appelle du management par les défis. C'est-à-dire qu'on définit un challenge pour l'ensemble des collaborateurs, un défi, et on dit on va essayer de le relever, ce défi. Alors d'abord, d'où ça vient? Donc, pour reprendre un peu l'historique de cette démarche qui remonte quand même très loin, c'est qu'à un moment donné, dans les grandes sociétés, quand on fait, chaque année, on fait des prévisions, on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors surtout au niveau des commerciaux, donc les responsables commerciaux, développement, tout ça. Et généralement, un commercial, il va dire, voilà, à la louche, je vais faire 5%, 10% de plus que cette année. Aujourd'hui, il y en a qui se disent, on va essayer de maintenir au moins l'activité que nous avons eue cette année. Mais tout ça n'est pas très excitant. Parce que 5%, 10%, on ne fait pas rêver les troupes. On ne fait pas rêver l'entreprise. On a l'impression que c'est monotone, que c'est presque de la routine. Et c'est comme ça qu'on a développé cette démarche où on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une ambition plus grande? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour faire rêver? Qu'est-ce qui nous manque pour faire rêver les gens? Ce qui manque, c'est du temps. C'est-à-dire que on ne peut pas dire, tiens, on va faire 100% la prochaine année, c'est pas crédible. Ça ne passe pas. Donc, il faut du temps pour ça. Et du coup, on se dit, tiens, on va définir une vision à terme. Sur 5 ans, sur 10 ans. Et quand vous avez du temps, quand vous avez 5 ans, 10 ans, on peut se permettre de mettre une ambition beaucoup plus grande. On peut se permettre de dire, tiens, là, on veut être l'entreprise la plus innovante au nord de Paris. Donc il y a des chances d'y arriver, parce qu'on a 5 ans pour le faire. Ou alors on peut se dire, si on est architecte, je veux être reconnu comme le meilleur architecte pour l'habitat des seniors, par exemple. Si on se le dit au bout d'un an, c'est pas possible, mais au bout de 5 ans, on peut y travailler pour y arriver. Et donc c'est pour ça qu'on parle de management par les défis, c'est-à-dire qu'on fixe un défi, et on va voir que ce management, aujourd'hui, il est encore presque de plus en plus indispensable. Parce que tout va très vite, et qu'on a une course à l'innovation qui va nous obliger d'aller encore plus en avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça mobilise les troupes. C'est que ce n'est pas un projet qui est gardé uniquement au sein de la direction, c'est un projet qui doit être partagé par tous. Les bénéfices de la démarche, vous avez compris, c'est d'embarquer tout le monde vers une direction, vers un cap. Et si on prend une équipe et on leur dit, il faut courir. Bien évidemment, tout le monde va courir, mais tout le monde va courir dans tous les sens. Donc, pas sûr que ce soit efficace si vous voulez atteindre un but ou que tout le monde se retrouve quelque part. Par contre, si on prend cette même équipe et on leur dit, allez, on va courir, et à tel moment, il faut qu'on se retrouve à un point A. Là, on a des chances qu'on retrouve tout le monde au point A, et puis on leur dit, maintenant, à tel moment, maintenant, on va courir jusqu'au point B. Donc, c'est quand même très intéressant pour fédérer les troupes, et en même temps,
c'est quand même motivant de courir quand vous avez un but, quand vous savez où est-ce que vous voulez arriver. Parce que imaginez, vous faites un marathon, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça se termine. Donc c'est quand même frustrant. Vous vous dites, est-ce que je vais encore taper dedans, ou est-ce que je freine, ou est-ce que ça mène tout ça. Donc en fait, ça donne du sens. Et en même temps, on voit bien que c'est du management par les défis parce que on va fixer finalement l'utopie d'aujourd'hui qui va devenir réalité demain. C'est un peu ça. On se dit, parce que là, on peut se permettre de rêver. On peut se permettre de dire, allez, dans 5 ans, on veut être les plus innovants, on veut être à tel niveau, etc. Ça, on peut se le permettre. On ne peut pas se le permettre si on se dit, on fait ça l'année prochaine. Mais si on dit dans 5 ans, alors avant, les projets d'entreprise se faisaient sur 10 ans. Maintenant, c'est plutôt sur 5 ans. Il y en a même qui travaillent plutôt sur 3 ans. Alors, vous savez pourquoi? Parce que tout change. En une année, tout se chamboule aujourd'hui. Alors, c'est devenu aussi une démarche beaucoup plus agile. Avant, c'était très rigide. Aujourd'hui, on se permet de recadrer tous les 3 mois un projet d'entreprise. C'est-à-dire, bon, là, on s'est planté sur la direction, on va la revoir. Et donc, globalement, vous embarquez une équipe, et c'est quand même plus intéressant quand vous avez tout le monde qui va dans le même sens. Si vous prenez une petite boîte, avec un patron ou 2 associés, et vous avez une dizaine ou une vingtaine de collaborateurs, qu'est-ce qui se passe quand vous lancez cette démarche? Eh bien, tout simplement, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas seulement les associés qui vont trimer pour développer la boîte, mais toute la boîte. C'est-à-dire que vous décuplez toutes les forces pour développer l'entreprise. Et on va voir justement comment on peut y arriver. Je parlais d'innovation tout à l'heure. L'innovation est, je dirais qu'aujourd'hui, 80% des projets d'entreprise ont comme thème l'innovation. C'est-à-dire que comment on développe l'innovation au sein de telle boîte, etc. Ou comment est-ce qu'on peut soit insuffler un esprit d'innovation, parce que là aussi c'est un état d'esprit que l'on ne trouve pas facilement dans des grandes institutions, où c'est très difficile quand même. On va voir que le changement est très difficile et que ce n'est pas dans la nature humaine. Alors comment ça marche? D'abord, la démarche, il y a 7 étapes, mais on va la décomposer, pour simplifier, en 3 phases très importantes. La première, c'est la vision. C'est d'abord avoir une vision, un cap, se dire quelle est la vision que je peux avoir la plus pertinente pour mon entreprise dans 5 ans ou dans 10 ans. Où est-ce que je vais embarquer tout le monde? Et généralement, cette vision, ça se travaille au sein de la direction générale. Donc c'est un travail qui se fait par des consultants qui accompagnent les directions générales. Mais de plus en plus, en tout cas à notre niveau, quand on accompagne des entreprises, on leur recommande quand même d'impliquer le personnel même dans cette vision, par une démarche en amont, parce que avec toutes les innovations qui sont en cours, on peut se planter sur cette vision. Je reprends encore l'exemple d'un porteur de projet qui m'a parlé d'un projet innovant où à partir d'une application, on peut sortir une ordonnance chez le médecin. Et je trouve ça vachement intéressant parce que tout de suite, je lui ai dit, il y a le tricorder X, c'est-à-dire que c'est un petit appareil qui a la taille d'un smartphone et qui permet de checker le corps et que demain, c'est-à-dire 2 ans, dans 2 ans, 3 ans, ça va être complètement dépassé, son innovation et va être complètement has-been. Et donc si jamais, imaginons que c'était un chef d'entreprise qui embarque toute une équipe là-dedans, il l'embarque dans une vision qui n'est pas bonne, qui est fausse, et là, il va ramer, il va galérer pour maintenir sa boutique à flot. En fait, il voulait créer une société, une structure pour développer un projet, pour avoir une application. Il a imaginé une application où il tire profit des salles d'attente, où les gens sont en salle d'attente et puis ils viennent avec une tablette et ça permet de gagner du temps pour les médecins. Et directement, donc il a imaginé le fait qu'on puisse ressortir une ordonnance. En fait, tout ça pour faire gagner du temps aux médecins. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a des scanners, c'est-à-dire que demain, on va rentrer chez le médecin, on est déjà checké, et le médecin, à la limite, il sait déjà ce qui se passe, et l'ordonnance peut même partir chez le pharmacien. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, cette application, qui paraît peut-être innovante aujourd'hui, ne l'est pas tant que ça.
elle ne tiendrait pas dans la durée en tout cas, par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que, au-delà de la vision, alors généralement ce qui se passe dans les projets d'entreprise, c'est que les consultants travaillent avec la direction générale et c'est la direction générale qui fixe une vision. Mais est-ce qu'un patron, est-ce qu'un directeur général a véritablement une bonne vision de ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? Pas sûr. Aujourd'hui, nous, on propose un accompagnement déjà pour créer des ateliers pour imaginer les scénarios du futur, ce qui permet de ne pas se planter. Donc voilà, je dirais, une brique que l'on rajoute à cette démarche. Et là, on est en train de le faire, on a déjà fait une dizaine d'ateliers, et on est en train de le faire pour un groupe bancaire, où là, on embarque tout le monde pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, parce que dans le milieu de la banque, ben, vous avez le Bitcoin, vous avez tellement de choses qui bougent, vous avez les fintech, que il faut être divin pour savoir ce qui va se passer. Et pour cela, ça vaut le coup de se poser, avant même de fixer cette vision qui va permettre de se dire, ben, voilà notre projet pour 2022 ou 2025. Donc il ne faut pas se planter sur la vision, parce que une fois qu'elle est calée, c'est l'épine dorsale du projet d'entreprise. C'est ça, parce que vous embarquez tout le monde. C'est comme si vous prenez votre équipe et vous dites, bon, la route elle est par là. Mais vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait pas des marécages dans cette route et que tout le monde ne se noie pas. Mais vous avez intérêt à savoir que c'est la route qui va mener à tel endroit. Donc c'était simple à une époque, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Donc cette vision, il faut vraiment la poser et ne pas la poser n'importe comment. Et on va voir que ça fait partie des pièges, justement, dans les projets d'entreprise qui se plantent. C'est à partir de la vision et à partir de la manière dont on appréhende cette démarche. La deuxième condition pour que ça marche, un projet d'entreprise, c'est l'appropriation. Si l'équipe, si tous les membres d'une entreprise ne s'approprient pas le projet, il y a des fortes chances que ça reste juste une idée nébuleuse au sein de la direction générale et que ça n'aille pas plus loin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'approprier le projet? On passe une journée avec l'ensemble des collaborateurs, on leur explique cette vision, on provoque un débat pour qu'ils puissent dire ok, ouais, je vois à peu près où est-ce qu'on veut aller. Et une fois qu'ils ont bien compris, on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller maintenant. Et là, c'est eux qui cogitent. Donc c'est plus la direction générale, elle fixe juste le cap, et après, c'est les collaborateurs qui disent voilà, on devrait faire plutôt ça, plutôt faire ça. Et une fois qu'on a défini ces actions, enfin ce qu'on veut faire, on passe à l'action. Donc je dirais c'est la troisième étape où là, on dissèque le projet en plusieurs petits projets qui vont être traités par des petites équipes. Et on en arrive à l'organisation justement concrète de la démarche. Alors je prends un exemple. Nous, quand on a lancé Projet Kayak 2010, c'était en 2005, donc on a entamé ça, donc ça remonte à loin. Projet Kayak 2010, petite structure, donc on a voulu faire un peu comme les grands. Mais finalement, cette démarche est intéressante pour les petites structures, presque même mieux que pour les grandes, parce qu'elle vous permet, dans son organisation, de faire de la recherche et développement, de la R&D, sans avoir de service R&D. Une grosse boîte, elle va financer effectivement un service R&D, elle va avoir des chercheurs, etc. Une petite structure ne peut pas se permettre de payer des chercheurs. Et du coup, c'est toute l'équipe qui a investi dans cette mission de R&D. Alors comment on fait? On établit ce qu'on appelle une organisation matricielle. C'est quoi une organisation matricielle? Vous avez quelqu'un qui est commercial, un qui est plutôt développeur, un autre qui est, qui est dans l'administratif. Eh bien, ils ont tous effectivement une fonction dans leur entreprise, mais on leur rajoute une deuxième où ils deviennent chefs de projet d'une action dans le cadre du projet d'entreprise. Et c'est justement dans cette journée de séminaire que l'on passe avec tout le monde, quand tout le monde se dit avec des post-it, on note des post-it avec la méthode qu'on appelle métaplan ou mind mapping, on note ce qu'il faut faire pour arriver à cette vision. On devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va classer les idées et on va dire qui est-ce qui est intéressé par tel projet. Moi. Donc celui qui est intéressé, on le nomme chef de projet. Et là, indifféremment du rang des personnes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des équipes projets, des petites équipes projets. Donc moi, je me retrouvais dans une équipe projet
où j'étais effectivement le boss de kayak, mais la chef de projet, c'est une stagiaire longue durée. Et donc j'étais à son service. Puisque, voilà, donc on mixe vraiment, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de boss, il n'y a plus rien. Donc c'est un chef de projet qui a la responsabilité de mener cette action à terme. Et alors, ça nous a sauvés en quoi? Ça nous a sauvés parce qu'on a connu, personnellement, moi j'ai connu avant les 35 heures et après les 35 heures. Je ne sais pas si tout le monde a connu ça. Mais avant les 35 heures, je vais vous décrire comment l'ambiance était dans l'agence. On faisait ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait à l'époque, des charrettes. Alors des charrettes, c'est quoi? C'est tout simplement, on travaille toute une nuit. On ramène des pizzas et on bosse parce que le lendemain, il faut absolument envoyer le fichier chez l'imprimeur parce qu'il y a une campagne qui ne pouvait pas... Voilà. Donc et là, on faisait ce qu'on appelle des charrettes et ça se passait super bien. Très bonne ambiance. On mettait des matelas, bien évidemment. Et personne ne regardait l'heure. Alors bien évidemment, le lendemain, quand tout le monde est dans les vapes, bon, les gens, ils ont une demi-journée ou une journée pour s'en poser. Et voilà, donc on ne regardait pas le temps. Et à partir du moment, donc, Kayak faisait partie d'un groupe très structuré qui nous a imposé, hop, là, il faut qu'on soit accompagné pour appliquer les 35 heures dans chaque boîte. Ben, on a tellement insisté là-dessus, on a des consultants qui sont venus nous expliquer, etc., pour dire que les 35 heures, c'est fait pour ne plus sacraliser le travail. Les 35 heures, c'est fait pour qu'on ait un équilibre entre vie personnelle et travail, etc. Enfin bref, globalement, je vous donne la deuxième image que j'ai en mémoire le premier jour où on a appliqué les 35 heures. C'est qu'à 6h moins 1, je vois toute l'équipe qui se levait, clac, pouf, qui rangeait leurs affaires et qui partait, et que j'avais des dossiers en plan. Donc l'entreprise, je veux dire, a complètement changé de mentalité. Et donc ça, c'était un véritable problème parce que c'était pas la dynamique que je cherchais, en tout cas pour une agence de com. Alors comment on pouvait renverser la tendance dans ces cas-là? Parce qu'en fait, c'est comme si on a dit, il n'y a plus de plaisir dans le travail. Et donc il fallait ramener du plaisir. Donc ce qui nous a sauvés, c'est le projet d'entreprise. Donc quand on a fixé un cap, il y avait un cap très stimulant, où à l'époque on voulait être la première agence en ingénierie graphique. Et on a réussi à développer une démarche d'ingénierie graphique, c'est-à-dire une démarche en fait objective de la création. Donc, et ça, tout le monde s'est pris au jeu. Et quand on l'a fait, parmi les choses, comment est-ce qu'on pouvait le faire? Il y a eu des chefs de projet pour la communication interne, même entre nous, et pour redonner du plaisir à tout le monde. Exemple, on a créé ce qu'on appelait Culture Hebdo, c'est-à-dire que tous les lundis matins, quand on faisait, on fait toujours nos réunions planning, on terminait par une demi-heure où quelqu'un nous apprenait quelque chose, une innovation, quelque chose qui se passait. Et donc on appelait ça de la Culture Hebdo. On avait la culture musicale. Chaque jour était dédié, l'ambiance musicale était dédiée à quelqu'un. On avait le DJ de la journée, parce que vous savez, en agence de com, on met toujours de la musique. Alors bon, parfois on a des surprises, on a du hard rock, on a un peu de tout, mais ça permettait de créer une cohésion. Donc tout ça, ça a réinsufflé, et du coup, effectivement, on a retrouvé goût au travail grâce à la démarche de projet d'entreprise. Alors, organisation matricielle. Bien évidemment, parmi les pièges que l'on a dans ces démarches, c'est qu'on s'enflamme la première année. Mais il faut savoir qu'un projet d'entreprise, quand vous dites sur 5 ans, c'est une espèce de marathon. Il faut tenir dans la durée. Parce que les premiers 6 mois, tout le monde le fait, tout le monde y va, etc. Mais après, souvent, on baisse un petit peu les bras, puis on oublie, puis on revient à la routine. Et c'est pour ça qu'il est toujours recommandé d'avoir quand même un accompagnateur externe. On va y arriver. Alors, le profiling stratégique des entreprises qui ont cette démarche, on peut dire qu'il y a une espèce de profiling, il y a des profils d'entreprises, des grands groupes. Alors, vous avez des entreprises qui appliquent vraiment la démarche, comme il faut, qui la connaissent par cœur, qui savent que s'ils ne la font pas, ils ne tiendront pas la route. Et là, ils se font accompagner par un cabinet, mais attention, le cabinet ne fait pas tout. Le cabinet, donc, ou un consultant est là juste pour assurer
le maître du temps, comprendre la problématique de l'entreprise et suivre de manière à ce que cette vision puisse effectivement être concrètement atteinte. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ça, je dirais, ce sont les entreprises qui appliquent la démarche et qui marchent très, très bien. Vous avez des entreprises qui ne l'appliquent pas. Et ça, je dirais que souvent, on reconnaît une entreprise, enfin on reconnaît un projet d'entreprise, surtout dans les entreprises qui n'ont pas de projet d'entreprise. Parce que là, c'est le bins, c'est le bordel. En fait, vous posez la question aux gens, c'est quoi le but dans la vie? Bon, on ne sait pas. Bon, nous, on vend tel matériel, tel truc. Qu'est-ce que vous allez devenir dans 5 ans? Bah, on continue. Tant qu'on continue, on continue, quoi. Donc, tant qu'il n'y a pas de souci, voilà. Donc, et ça, il y a beaucoup d'institutions aussi qui sont dans cette mécanique-là, où vous avez des collaborateurs qui produisent, je dirais, à peine 10% de leur capacité. Moi, j'en connais, donc je ne dirais pas de nom, mais je connais des boîtes où les gens me disent j'ai pas envie de bosser, quoi. Donc je le fais vraiment pour un salaire et je le fais parce qu'il faut le faire. Mais ça me gave. Vivement la retraite. Et ça, donc ce sont les entreprises qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de vision, qui n'embarquent pas leurs équipes vers un futur qui peut être motivant. Et puis vous avez au milieu des entreprises, donc le profil d'entreprise, qui lance une démarche qualité, qui parle de projet d'entreprise, mais au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas suivi. Que tout ce qu'on s'est dit dans le premier séminaire, on devait lancer telle action, non, on a pris du retard, ça devait se faire en janvier, au mois de juin, on n'a encore rien fait, et on se rend compte que, au final, c'est que du blabla. Et là, petit à petit, l'entreprise et même la direction perd sa crédibilité auprès de tous ses collaborateurs, parce qu'au final, on dit, bon, tout ça c'était du laisse-brouf, quoi, au final. Alors, les problèmes que l'on rencontre dans ce genre de démarche. Il y en a plusieurs, mais je vais en citer 3. Pourquoi est-ce que cette démarche de projet d'entreprise, qui paraît pourtant quand même intéressante, pourquoi est-ce qu'elle se plante? Alors, il faut savoir, donc certainement vous avez dû entendre des termes où on parle de schéma directeur, on parle de direction, ou en tout cas management par objectif. En fait, il y a plein de méthodes, il y a plein de démarches, mais la démarche de projet d'entreprise vient au sommet de toutes ces démarches-là. Alors bien évidemment, toutes ces démarches ont pour but de faire avancer l'entreprise, de la faire croître, de la développer, etc. Alors, quels sont les problèmes inhérents aux projets d'entreprise quand ils sont appliqués dans des grands groupes, des grandes sociétés? D'abord, c'est le fait de se dire, le projet est un gadget. On se dit que c'est un jouet. Et souvent, vous avez une direction générale qui dit, ouais, c'est juste pour frimer. On a un projet 2020, on essaie de faire ceci, cela, etc. Et ça reste de la frime. Et derrière, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas vraiment de démarche. Donc on l'affiche, on en parle, parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui suivent une espèce de mode managériel. Il y a des modes dans le management aussi. Et on se dit, la mode est au projet d'entreprise, il faut que je sois dans le move. Mais s'il ne le fait pas sérieusement, il n'y aura pas de résultat. Donc il y a cet effet de mode managériel, c'est l'une des premières erreurs d'échec des projets d'entreprise. Deuxième erreur également, c'est quand on considère le projet comme une fin en soi. Le projet d'entreprise n'est pas une fin en soi. Le fait de monter cette démarche, c'est pas juste pour faire un projet d'entreprise pour le plaisir d'en faire un, c'est pour avancer, pour arriver à tel niveau dans 5 ans, dans 10 ans. Et du coup, on se retrouve souvent, alors on peut discuter avec des directeurs, etc., directeurs de ressources humaines, sur leur projet d'entreprise, ils vous en parleront bien, c'est-à-dire qu'ils vont vous endormir, mais on va voir que c'est de la théorie, c'est du blabla, et que derrière, on n'a rien de concret. Et le plus gros travail que l'on fait, donc nous qu'on a fait notamment par rapport à une grande banque régionale, je me rappelle un jour, ils nous ont appelés, ils ont dit, bon voilà, on a un projet d'entreprise, on a besoin d'un consultant externe pour nous aider, etc. Et j'arrive et je me rappelle que j'ai passé 2 heures où je comprenais la moitié des choses.
Et en fait, je nageais. Alors je notais. J'étais devenu un vrai sténographe. Alors je reposais des questions. Parfois, ça leur paraissait un peu bizarre que je pose cette question. C'est évident pour eux, mais j'en pose des questions. Et je dis, ben oui, je provoque pour mieux comprendre le truc. Et en fait, il y avait un foisonnement d'idées. Pendant 2 heures, j'ai noté, je crois, 5-6 pages. Mais ça partait dans tous les sens. Alors ils avaient des idées. Mais le but, c'était aussi, qu'est-ce qu'on fait de ces idées-là? Comment on les transformait en actions concrètes et réelles? Donc je suis parti, j'ai remixé tout ça, j'ai passé un bout de temps, je me suis fait mon propre métaplan avec des post-it, et je commençais à classer toutes ces idées, donc à les ressortir. Et je suis revenu les voir, je dis, bon voilà, on a discuté l'autre fois, voilà ce qu'il en sort. Et là, j'ai sorti 5 axes. Parce qu'au final, il y avait 5 axes sur lesquels il me parlait. Un axe sur l'excellence, un axe sur la transformation digitale, un axe, alors je ne me rappelle plus lequel, mais il y avait 5 axes. Oh, ben oui, c'est exactement ça. Et c'est ça le job d'un consultant ou d'un accompagnateur de management de projet, c'est le fait d'avoir ce recul pour ramener une vision un peu plus concrète de ce qu'on cherche à avoir. Et donc à partir de là, on a rassemblé enfin, tous ceux qui sont concernés par le projet, à savoir 350 managers, en une journée, avec des ateliers. Nos 5 axes, ils étaient marquetés, c'est-à-dire que vous avez 5 stands. Chaque stand, il y avait un en couleur bordeaux, l'autre en couleur orange. Donc on les distingue par des couleurs, on les explique. Et là, ça devenait beaucoup plus fluide. Et c'est tout ce travail de marquetage de projet qu'il faut savoir faire. Donc, sinon, on reste dans des idées très abstraites et ça donne rien du tout. Alors, ça, c'est, je dirais donc, le fait de considérer le projet comme une fin en soi, c'est un piège. Et donc, il faut savoir passer de l'idée à l'action. Et ça, c'est le job, notamment des cabinets qui sont spécialisés dans l'accompagnement de ce type de démarche. Et, troisième piège, c'est soit l'externalisation totale, soit l'internalisation totale. C'est-à-dire ni l'une ni l'autre des solutions n'est intéressante. Il y a des entreprises qui se disent on a besoin d'un projet d'entreprise, on va le confier à un cabinet d'experts en la matière. Et le cabinet d'experts va bosser et il va ramener des résultats. Donc les livrables, c'est quoi? Ce sont des rapports, etc. Mais en fait, ça ne donne rien du tout. Parce qu'il n'y a personne qui va appliquer le truc, il faut d'abord réexpliquer. On n'est pas passé par la case appropriation des collaborateurs. Et cette case est incontournable. Si on ne la fait pas, votre projet est voué à l'échec. Et donc quand on externalise totalement, le projet n'est pas bon. Et quand on internalise totalement, il n'est pas bon non plus, il n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on s'enflamme, on y va. Et qu'est-ce qui arrive en cours de route? Ah on devait se réunir en fait pour notre projet d'entreprise. Ah non, écoute, j'ai un truc, là j'ai pris des congés. On reporte le mois prochain? Ok, on reporte. Et c'est ainsi de suite. Et là vous avez petit à petit la démarche qui se meurt et tout est reporté. Et c'est là où on a besoin quand même d'un arbitre externe qui lui va être le maître du temps, qui va suivre les équipes. Les gars, on s'est dit on se voit à telle date, on se voit à telle date. Ouais, mais tel n'est pas là. Tant pis. On sera à 4 au lieu d'être à 5. Mais on avance, on fait avancer Schmilblick, et c'est son job. Et là, vous avez donc toutes les boîtes qui sont intelligentes, qui le font intelligemment, fonctionnent de cette manière. Parce qu'en même temps, on a besoin d'un retour externe, parce qu'on est tous trop la tête dans le guidon pour avoir du recul par rapport à nos activités. Et je vais terminer par l'accompagnement du changement. Parce que tout ça, toute cette démarche incite au changement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de changement. Mais il faut savoir que c'est le plus dur dans une entreprise, le changement. Et moi, j'ai été marqué par un cours qui ne me rajeunit pas, une interaction avec une prof de psycho, il y a 30 ans. Mais je me rappelle encore aujourd'hui, je le sors à chaque fois. On parlait de changement. Et je lui dis, oui, je pense que c'est quand même facile de changer, si on veut changer d'attitude, changer... Et il me dit, sur quel côté tu dors? Côté droit ou côté gauche? Je dis, côté droit. Écoute, cette nuit, tu essaieras de dormir sur le côté gauche et tu m'en diras des nouvelles. Et effectivement, c'était compliqué. J'ai essayé, mais après, je me remettais sur l'autre côté.
Et ça montrait effectivement que la nature humaine a une résistance au changement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je dors sur le côté gauche? Il aurait fallu que quelqu'un me tienne pour que je ne rebouge pas de l'autre côté, quoi. Donc on a besoin de ça. Et c'est juste un passage à passer. Une fois qu'on s'est habitué au côté gauche, ben, on va l'adopter. Mais on a besoin d'un petit passage pour amorcer ça. Et c'est pour ça que toutes les boîtes qui entament cette démarche ont besoin d'être accompagnées dans le changement. Et il n'y a pas pire que la résistance au changement. Parce que en interne, dans n'importe quelle entreprise, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et on a peur de l'inconnu. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail pédagogique pour expliquer ce que l'on va avoir. Alors le changement réussit lorsqu'on est au moins aussi heureux après le changement qu'avant le changement, en espérant qu'on était heureux, quoi. Idéalement, c'est qu'on soit encore plus heureux et plus content de la situation suivante que de la situation antérieure. Et donc ce travail-là est amorcé notamment, donc cet accompagnement est amorcé par rapport à des entreprises qui peuvent déjà avoir entamé une démarche projet. Alors on peut venir pour le recadrer, dire bon ben voilà, on reprend un peu les rênes parce que là on a perdu du temps. Ou alors il faut travailler aussi, alors je ne sais plus avec qui j'ai discuté, on a parlé aussi de la stratégie des petits pas dérisoires, qui est différente de la démarche dont je vous parle aujourd'hui. La démarche dont je vous parle, en fait, c'est quoi? C'est un rêve. On se dit, voilà, il y a un rêve, dans 5 ans, on va être là. Et là, vous embarquez tout le monde dans un rêve, effectivement, et tout le monde est motivé. La démarche des petits pas dérisoires, elle est faite plutôt pour quand le mec, vous lui donnez un cauchemar et pas un rêve. C'est-à-dire, c'est le commercial, vous lui dites, bon, toi, il va falloir que tu fasses 1 million d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année. Tu te débrouilles, mais tu lui ramènes ça. Et là, c'est plus le rêve, c'est le cauchemar. C'est qu'il se dit, comment je vais faire? Enfin, ça paraît tellement lourd que la meilleure façon de le faire dans ce cas-là, c'est de disséquer cet objectif qui est phénoménal en petits objectifs. Et alors, les petits objectifs, on arrive à se dire, l'idée, c'est que tu puisses avoir 5 contacts de prospects par semaine. Et là, ça paraît déjà possible. Donc, c'est pas compliqué. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à découper le projet en petits pas dérisoires. On dit en petits pas dérisoires en espérant arriver à atteindre l'objectif au final. Donc voilà pour faire un petit peu la distinction entre les deux démarches. Donc l'accompagnement du changement est hyper important. Alors on pense que la démarche est faite uniquement pour les grands groupes, pour les grosses sociétés. C'est faux. Elle est faite pour toutes les boîtes. Même quand vous êtes à 2-3, que vous êtes même tout seul, vous pouvez avoir la même démarche. J'irais même, vous avez intérêt à l'avoir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes une petite équipe, ça vous permet d'avoir des équipes projets qui vont faire de la recherche et développement en parallèle de leur job. Chose que l'on ne peut pas se payer, bien évidemment, on ne peut pas se payer un service recherche et développement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est dédié à la veille technologique et qui va travailler avec 2 autres personnes. Vous voyez, quelqu'un qui va travailler sur des nouvelles offres à créer dans 1 an, dans 2 ans. Quelqu'un qui va travailler sur la communication de l'entreprise, et ainsi de suite. Et là, vous démultipliez effectivement les forces vives de l'entreprise. Et c'est comme, en fait, c'est comme si vous devez soit faire un créneau avec une Smart, c'est quand même beaucoup plus facile que de le faire avec un semi-remorque. Vous prenez un semi-remorque, vous voulez vous garer, on voit bien qu'est-ce qu'il faut faire comme manipulation pour y arriver. Et là, c'est beaucoup plus complexe quand on est dans des grosses boîtes, comme des grosses assurances, par exemple, ou des grosses compagnies d'assurance, des grosses banques. Surtout quand on est à l'international, pour faire bouger tout ce monde-là, c'est très très lourd. Et là, il va falloir y aller par palier, parce que quand on parle de résistance au changement, c'est là où on comprend ce que c'est que la résistance au changement. Pour peu qu'il y ait une activité syndicale dans l'entreprise, alors là c'est les bras de fer à chaque fois et c'est très complexe. Donc bien évidemment, plus la boîte, plus la taille de l'entreprise est grande, plus le travail qu'il faut fournir est élevé et plus on a besoin d'être accompagné bien évidemment pour que ça soit fait de manière très intelligente. Plus la boîte est petite, plus on peut se dire vous avez de la chance.
Parce que quand vous avez une petite structure, vous pouvez venir et dire à votre équipe du jour au lendemain, mais écoutez les gars, on va changer de cap. Et là, il y a des fortes chances que vous changez en une journée, vous pouvez changer de positionnement. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, on s'est posé la question, ça nous a pris une semaine pour s'approprier notre changement de positionnement. Et ça, il faut se dire que ça peut être une chance pour une petite structure. Il ne faut pas le négliger. Parce qu'aujourd'hui, les boîtes, alors tout à l'heure, donc on a vu dans une vidéo quelqu'un qui a dit que ce ne sont pas malheureusement les meilleurs qui réussissent aujourd'hui. Ce sont ceux qui vont aller très vite. Mais il y a quelqu'un qui dit aussi que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui vont s'adapter à leur environnement. Je crois que c'est un philosophe que connaît bien Antoine, notre ami Antoine. Ce sont les gens qui s'adaptent à leur environnement qui vont réussir et qui vont tenir le coup. En fait, c'est juste l'histoire de l'homme et de la nature humaine. Plus on s'adapte à notre environnement, plus on va tenir et on va résister. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.